Bismillah, salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séquence, on va essayer de parler de la deuxième partie de ce cours qui concerne la finance internationale. Vous avez vu une partie, ou en tout cas la première partie qui concerne le commerce international. Là, on va essayer d'entamer d'abord cette première partie. En premier lieu, on va commencer de parler de la balance des paiements. Donc il restera le système monétaire international et le taux de change ou la politique de change d'une manière générale. Donc le plan qu'on va essayer de respecter aujourd'hui, on va essayer de traiter trois éléments. La balance des paiements et les principes d'enregistrement. Et qu'est-ce que c'est que d'abord la balance des paiements? Un certain nombre d'exemples, très vite, d'écriture, de comment on enregistre les opérations de la balance des paiements, et puis les soldes les plus importants de la balance des paiements et la position extérieure, qui est un petit peu différente de la balance des paiements. Et puis le reste, bien sûr, ça sera dans d'autres séquences. Pour les références, c'est un petit peu, il y a des références normalement fondamentales, on va le retrouver toujours lorsqu'on parle de l'économie internationale. J'avais cité pour la partie qui concerne le commerce international le livre de Krugman et Ostfeld. Toutes les éditions peuvent être utiles. Le livre de Michele et Meyer, Économie internationale. Guy Lechamp, Économie internationale. Il y a une version ici plus intéressante avec des cours et exercices corrigés. Vu qu'on parle de la macroéconomie internationale, on est dans la finance internationale, c'est plus de l'ordre de la macroéconomie internationale ouverte. Donc je vous recommande Blanchard, macroéconomie, ou Cohen, la macroéconomie. Il y a des chapitres qui seront d'un grand intérêt pour ce cours, tout ce qui concerne la politique monétaire, politique budgétaire dans une économie ouverte, le modèle Mendel-Fleming, économie ouverte, les SLM BP en quelque sorte. Puis je vous ai rajouté ici Husson et Palma, le capitalisme malade de sa monnaie. Ça va vous aider si vous avez le temps de lire. Vous pouvez feuilleter au moins sur Internet ce livre que je trouve très intéressant. Considération sur l'origine véritable des crises économiques. Ça peut être intéressant pour le comprendre en profondeur le système monétaire international. Et puis celui de Egleta, la gouvernance du système monétaire international. Quelques sites, CEPI, l'FMI, la Banque mondiale, la BRI, CNICED, Eurostat, et puis au niveau national, Banque du Maghreb, le ministère de Finances et surtout l'Office d'échange, parce qu'on va parler de la balance des paiements, et du coup, on a les éléments qu'il faut au niveau de l'Office d'échange. Donc maintenant, au niveau de la balance des paiements, il s'agit d'un document comptable. La balance des paiements, il s'agit d'un document comptable qui enregistre les valeurs et les transactions qui se font entre les résidents et les non-résidents. Les résidents, si je parle du Maroc, ceux qui résident au Maroc, c'est abstraction faite de la nationalité, et leur relation avec les non-résidents. La résidence, c'est tout simplement lorsque, pour une personne physique, elle a un domicile principal dans le pays en question. Et pour les entreprises ou les personnes morales, c'est lorsqu'ils ont un établissement au niveau national. Une filiale, par exemple, d'une maison mère qui est installée au Maroc et peut être, il est considéré en quelque sorte comme résidente, comme un résident. Donc lorsqu'il fait des exportations, des importations, il est comptabilisé comme étant un résident. Donc la balance du paiement comptabilise les différentes transactions. Il n'y a pas que l'export des biens et services, mais il y a des flux, j'insiste sur le mot flux, de biens, de services et d'actifs financiers. Ça peut être des titres, des monnaies, au cours d'une période donnée. La période, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler d'une balance du paiement sur une année, c'est ce qui se passe au niveau de l'année, mais ça peut être aussi trimestriel. Donc on fait de plus en plus des balances de paiement trimestrielles. Le flux, donc ça concerne ce qui se passe au niveau de l'année. La balance du paiement suit les règles internationales de comptabilité établies par la 6e édition du manuel de l'FMI, le Fonds monétaire international. Tous les pays membres, 188 à peu près,
devrait adopter cette réglementation-là, cette manière d'établir les balances de paiement. On avait la 5e édition, celle de 1993, mais la 6e vient de la remplacer en 2009. Au Maroc, par exemple, on a commencé à travailler avec cette édition à partir de 2014. Il y a des petits changements au niveau des enregistrements. C'est pas, j'allais dire radical les changements, mais il y a quand même certains ajustements qui se font, le passage de la 5e à la 6e. Donc en comptabilité nationale, et à travers la balance de paiement, on comptabilise les exportations et les importations. Il n'y a pas que ça, on va voir, il y en a d'autres éléments. Les exportations, les importations, il faut faire attention, sont enregistrées sur la base des statistiques douanières. Donc lorsque la marchandise passe la frontière, c'est là où le douanier enregistre l'opération en valeur FAB, ce qu'on appelle franco à bord, c'est-à-dire le moment du passage de la frontière. Et du coup, par contre, les importations, lorsqu'il arrive, si vous voulez, au niveau de la douane, ils ont passé un certain nombre il y a tout un périple, si vous voulez, de l'entreprise des fournisseurs jusqu'aux frontières au niveau national. La valeur qui arrive au niveau national, c'est en CAF, plutôt coût, assurance et fret, pour les importations. On appelle ça en anglais CIF, for Cost, Insurance and Freight. Et du coup, se pose un problème, c'est que les exportations sont en FAB et les importations sont en CAF. Donc il faut un petit peu comptabiliser les deux flux dans le même incoterm. On appelle ça les incoterms, CAF, FAB, CIF et tout cela. Et donc se pose un certain nombre on introduit des coefficients de correction. Pour ce qui concerne le Maroc, ce coefficient est de l'ordre de 6,3%. Donc il faut enlever 6,3% de CIF, du CAF, si vous voulez, pour le ramener à CIF. Depuis 2013, mais cet réajustement, il devrait être réactualisé au fil du temps. Donc parce que le CIF comporte aussi des flux qui certainement on va les retrouver dans une partie qu'on va retrouver au niveau des services. Pour les principes d'enregistrement, donc on distingue d'abord au niveau d'une balance de paiement de 3 comptes, à 4 même. 3, les plus importants sont le compte des transactions courantes et le compte capital, et en dernier le compte financier. Et bien sûr, on a un troisième compte qu'on appelle erreur et omission, qui normalement vient parce qu'il y a des problèmes de collecte des données, pour différentes raisons, je n'aurai pas le temps pour en parler ici, qui font à ce que la balance des paiements n'est pas équilibrée, alors qu'il devrait être absolument équilibré par définition. La balance des paiements obéit au principe de la comptabilité en partie double. Donc toute transaction donne lieu à deux écritures, une opération autonome et une opération de contrepartie, si vous voulez, opération induite. Chaque transaction s'inscrit une fois au crédit et une fois au débit, pour les transactions courantes et de capital, les deux premiers comptes. Pour le compte financier, l'édition numéro 6 a ramené quelques changements, donc on parle d'avoir et d'engagement. Donc un chiffre positif reflète une augmentation des avoirs ou une augmentation des engagements, mais un chiffre négatif représente une diminution des avoirs ou une diminution des engagements. Comme je l'ai dit, les erreurs et omissions, c'est la dernière ligne qu'on va retrouver au niveau d'une balance de paiement, et ça permet de rééquilibrer en quelque sorte la balance des paiements qui devrait être, par définition, comme je viens de le dire, être équilibrée. Donc en gros, ce qui est au crédit, c'est tout ce qui est vente, possession, ce qui sort, si vous voulez, est au crédit, les exportations. Ce qui rentre, c'est au niveau des débits. Et cela concerne les actifs d'une manière générale, que ce soit marchandises, titres ou monnaie. Voilà un petit tableau qui va reprendre un petit peu, si vous voulez, l'idée de la convention de Sin, comment on enregistre, et puis pour les deux grands comptes, le compte des transactions courantes, ou les transactions courantes, le compte financier, sachant que le compte capital, je pourrais rajouter le CC, ça obéit à la même logique ici. En gros, vous avez deux parties des transactions courantes, y compris le compte capital, et la deuxième partie qui est le compte financier. Pour le premier, les transactions courantes, vous l'avez compris, les opérations sont enregistrées en crédit ou en débit. Crédit, c'est positif, c'est les exportations, c'est en positif, signe positif.
c'est négatif. Ce sont les exportations et ce sont aussi lorsqu'on reçoit des versements, plutôt des paiements, qu'on reçoit les revenus des investissements, des dividendes par exemple, ou des prestations, ou des transferts des Marocains résidant à l'étranger par exemple. En Libye, on trouve la mer, c'est les importations en quelque sorte, et l'envoi des fonds, donc le transfert des revenus des investissements ou d'autres transferts. On peut retrouver négatif, il me semble qu'il y a un point qu'on pourrait retrouver justement, c'est dans l'exportation, mais vous voyez, mais en signe négatif, donc en crédit, mais en signe négatif. Ça concerne le négoce international. Qu'est-ce que c'est que le négoce international en bref? C'est quand vous prenez un investisseur, si vous voulez, un opérateur marocain, un négociant marocain qui va acheter des coutons en Afrique, mais qui va pas le rapatrier, si vous voulez, au Maroc. Directement, il va l'acheter sur place et puis il va le revendre à un client, imaginons en Asie. Et donc la première opération d'achat, c'est comme des exportations mais négatives. Et puis une fois qu'il revend sa marchandise à un autre client dans un autre pays, là c'est comptabilisé comme étant une transaction d'export. Et la même chose pour le compte capital, il est aussi enregistré en termes de crédit ou de débit. Pour le compte financier, les choses ont changé avec la 6e édition. On enregistre en termes d'avoirs et d'engagement. Les avoirs, lorsqu'ils sont positifs, ce sont des augmentations des avoirs. Les EDE des Marocains à l'étranger, les sorties d'EDE, constituent des avoirs sur l'étranger. Par contre, une scission des bons de trésor, par exemple, lorsque des Marocains, imaginant qu'ils détiennent des bons de trésor américains, mais qu'ils le revendent sur le marché, là, il y a une diminution de créances du pays sur les États-Unis, sur le reste du monde, si vous voulez, ou le pays d'étranger. Donc c'est en négatif. Pour les engagements, lorsqu'ils sont positifs, c'est généralement, on va retrouver ici les EDE entrants. Pour le Maroc, c'est le plus important. Et donc des engagements constituent un engagement des engagements vis-à-vis de l'étranger. Sinon, c'est sans négatif, ça veut dire que vous avez l'amortissement, comme les amortissements par exemple des dettes de l'État. Donc on rembourse, on est de moins en moins endetté. Il y a une baisse des engagements de l'État vis-à-vis de l'étranger. Donc le solde, on peut l'appeler par net des fois, soit accroissement des avoirs, c'est positif, soit diminution des avoirs, soit c'est négatif. Ce compte-là, c'est un petit peu contre-intuitif depuis l'introduction de la 6e, c'est qu'il va avoir le même signe que le solde des transactions courantes. Si c'est ici déficitaire, crédit moins débit est déficitaire, il va être négatif, là aussi il va être négatif. Si ça est excédentaire, ça veut dire positif, le solde ici doit être positif. Mais vous voyez, ça devrait être équilibré. Alors qu'on enregistrait ça en crédit et en débit, les choses étaient beaucoup plus simples à lire, il était beaucoup plus intuitif d'une manière générale. Voilà les petites différences. Quelques opérations très vite. Par exemple, lorsque on exporte pour 100, juste pour montrer comment on enregistre ça au niveau des comptes, exportation de marchandises, donc vous avez crédit de 100, un solde de 100, imaginons, pour cette simple opération. Et puis on met en avoir, parce qu'il y a une augmentation des avoirs, au niveau des comptes financiers, autres investissements, mais exactement numéraire et dépôt, de 100. Vous avez un solde 100. Vous avez un équilibre toujours entre les deux opérations. Deuxième exemple ici, imaginons que l'exportation de 100, mais imaginons l'exportateur marocain donne la possibilité au client de payer au bout de 3 mois, ce qu'on appelle un crédit commercial. L'opération, il est enregistrée presque de la même manière, 100 en crédit pour l'exportation, mais 100 en autres investissements, crédits commerciaux pour le compte financier. Ok, 100. Imaginons qu'au bout de 3 mois, il paye. Donc, on annule l'opération de crédits commerciaux et puis vous avez les avoirs qui augmentent de 100 et avec un solde de 100 numéraire et dépôt pour garder toujours cette idée de la partie double. Les transactions courantes, gratuites, pardon. Il y a des transactions, en fait, il y a des échanges entre les pays. C'est pas des échanges exactement, c'est plus des transferts d'un pays vers un autre pour différentes situations, des fois catastrophes naturelles ou autres, ou des aides tout simplement. On reçoit pas mal d'aides, dans le passé surtout, des pays des Golfes par exemple.
Et donc l'enregistrement des aides versées, par exemple les flux versés au crédit, dans le compte des exportations et importations, ou c'est une diminution des avoirs. L'enregistrement en DBI dans des comptes de transfert de revenus au niveau des revenus secondaires, ou réguliers, s'il y a quelque chose de régulier, c'est des transferts courants, ou exceptionnels, comme dans les cas de catastrophes naturelles par exemple, ce sont transferts en capital. Pour des dons reçus, la transaction est comptabilisée comme une augmentation des avoirs normale et en devise. Et au débit et au crédit, la contrepartie s'inscrit dans le compte de transfert courant ou en capital. On va retrouver ça dans le compte courant. Pour les revenus, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant des signes, en quelque sorte les revenus des investissements. Ça peut être des salariés imaginons, je parle du cas marocain, qui seront payés par des entreprises non résidentes pour des services rendus. Donc vous avez une entrée une augmentation des avoirs. Soit c'est l'inverse, vous avez l'entreprise nationale qui va verser des revenus des salaires à des prestataires ou plutôt des salariés étrangers. Donc le même principe pour les revenus d'investissement lorsqu'on a des dividendes, des choses de ce genre. Pour les investissements, un point important, c'est qu'on distingue entre les investissements directs à l'étranger, les ZDE, et les investissements en portefeuille. Les DE, les investissements directs étrangers, normalement, ça a pour vocation de contrôle du capital social d'une entreprise au-delà de 10%. Donc s'il y a un contrôle au-delà de 10%, il est comptabilisé comme étant un investissement direct à l'étranger. Si c'est en dessous, l'idée ce n'est pas pour contrôler l'entreprise, en dessous de 10%, on parle d'investissement de portefeuille. Et en même temps, il peut y avoir investissement comme il peut y avoir des désinvestissements. Il y a des entreprises, par exemple, qui rapatrient des capitaux. Donc, ce sont des opérations, bien sûr, vous comprenez bien, qui sont enregistrées au niveau des comptes financiers. Les DE sortants, on va le retrouver en avoir, mais le désinvestissement aussi, mais négatif cette fois-ci. Et les DE entrants, on va le trouver en engagement, et les positifs, et les désinvestissements, c'est-à-dire des non-résidents, c'est-à-dire lorsqu'il investit repartent, ben c'est un désinvestissement en diminution des engagements. Pour les réserves, je crois dernier point de ces exemples, la balance de paiement présente en dernier les variations d'avoirs de réserve. Vous avez l'or, c'est-à-dire la Banque centrale par exemple, détient des avoirs sous forme d'or, de DTS, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. Je vous invite à aller voir un petit peu au niveau sur Internet ou n'importe quel livre sur le site je vous conseille plutôt d'aller sur le site de l'FMI, du Fonds monétaire international, tout simplement pour savoir ce que c'est que les DTS, les droits de tirage spéciaux, ou des devises, différentes sortes de devises, qui soldent les comptes de telle sorte à ce que la balance d'ensemble globale, la balance de base soit équilibrée. En fait, il y a des interventions de la Banque centrale. S'il y a un déficit, il peut être financé à travers l'endettement. S'il n'est pas équilibré la balance globale, vous avez des interventions de la Banque centrale. Il utilise en quelque sorte ses avoirs de réserve, soit pour les injecter, soit pour acheter en quelque sorte. C'est le dernier compte. Après les omissions, les émissions, les erreurs et les omissions. Voilà ce que la forme d'une balance de paiement. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez deux parties importantes. Vous avez cette partie-là qui retrace les opérations courantes, et les comptes de transactions courantes et le compte capital. Et vous avez la dernière qui représente le compte financier. Il faut que cette balance-là, si vous voulez, ou ce solde ici, compense celui-là de transactions courantes pour qu'il y ait cet équilibre comptable. Et puis, vous avez en dernier une toute petite ligne qui est les erreurs et omissions. Il n'est là que pour à ce que la balance soit équilibrée parce qu'il y a des problèmes d'enregistrement des données qui viennent de différents facteurs d'ailleurs. Donc, pour les transactions courantes, qu'est-ce qu'on retrouve? Les soldes les plus importantes sont le solde commercial. C'est les exportations moins les importations en crédit et en débit. Les exportations en crédit et les importations en débit, ça donne le solde commercial. Le solde des biens et services, si vous voulez, on rajoute aussi les exportations de services moins les importations de services. Et si on rajoute les revenus primaires et les revenus secondaires, leur solde, bien sûr, ce qui rentre et ce qui sort, ça nous donne le solde des comptes courants. Si vous voulez, ça, c'est le solde le plus important que les économistes utilisent, ou même à travers lorsque
dans les médias, on parle de balance des paiements, généralement on fait référence à celui-là. Donc c'est le solde des opérations courantes. Puis le compte capital, là, c'est les échanges entre les pays en termes de transfert de capital reçu ou de transfert de ressources naturelles, ou ça peut être d'annulation de dettes. Ça peut être des côtés crédits ou de côté débit, ce qu'on reçoit, ce qu'on verse aussi. Ou des ventes d'actifs non financiers, non produits. Donc sinon, on se retrouve dans les transactions courantes, comme les brevets par exemple. Le solde, si vous voulez, des comptes de transactions courantes, celui-là, si on rajoute le solde des comptes capital, ça nous donne la capacité ou le besoin de financement, si vous voulez, de la balance du paiement. Est-ce que la nation a une capacité ou un besoin de financement? Et ça, c'est un point important. Il faut que ça, il va être équilibré par rapport au compte financier. Donc, si on va maintenant au compte financier, donc les enregistrements sont faits en termes d'avoir et en termes d'engagement. Et l'avoir, par exemple, très simple, les E2 sortants, et les engagements, les E2 entrants. Bien sûr, il y a les investissements de portefeuille, les revenus reçus des produits dérivés au versé, de l'autre côté engagement. Et puis, vous avez les autres investissements, et vous avez l'augmentation ou la diminution des avoirs de réserve des autorités monétaires. Ou l'augmentation, la diminution des avoirs du côté ou de l'autre, qui viennent un petit peu, si vous voulez, garder cet équilibre de la balance globale. Donc le compte financier, dans l'édition numéro 6, on introduit tous ces éléments, les 4 si vous voulez. Vous avez 1, 2, 3, c'est les 4, 5, avec les variations des avoirs. Donc la balance globale, si vous voulez, c'est la somme de tout ça, elle doit être égale à 0. Sinon, vous avez une intervention à ce niveau-là. Et les erreurs et omissions, comme j'ai dit, ça vient juste pour rectifier. Les principaux soldes qu'on a, je vais très vite, en quelque sorte. Vous avez le solde des comptes courants, j'en viens de parler, mais qu'est-ce que ça représente? Le solde commercial, le solde des revenus, le solde des transferts ou le revenu secondaire et le solde des comptes capital. J'intègre moi ici le solde des comptes capital dans le CC. Okay. Ça nous donne à ce que le revenu national brut égale C, la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus le solde des comptes courants. Vous connaissez ça, c'est la relation globale macroéconomique dans une économie ouverte. Si je passe CC de l'autre côté, ça me donne le compte courant égale le revenu national brut, moins, entre parenthèses, la consommation plus l'investissement plus les dépenses, ce qu'on appelle l'absorption, ou la dépense nationale totale en termes de biens nationaux et de biens étrangers. Si vous voulez, vous pouvez retrouver cette relation, mais c'est très simple. Hein, si vous partez d'un revenu Y comme étant RNB égale C plus I plus G, plus G plus CC, et vous prenez que l'épargne S privée égale aussi Y moins C moins T, que sont les dépenses, que sont les impôts aux taxes, avec deux équations, si vous voulez un système de deux équations, vous allez tomber dans cette relation-là, qui est l'épargne privée moins l'investissement égale le compte courant, le solde des comptes courants, plus G, les dépenses publiques, moins les taxes ou les impôts. C'est une identité assez intéressante qui montre qu'il y a un lien entre ces différentes variables macroéconomiques. Ça ne dit rien en termes de causalité, mais il y a beaucoup de travaux qui montrent, par exemple, qu'il y a une relation entre le déficit budgétaire, le déficit courant, des comptes courants qu'on appelle le déficit JIMO par exemple. Donc un CC positif, c'est-à-dire compte courant positif, le pays gagne plus qu'il en dépense, alors ça veut dire qu'il a plus d'épargne que d'investissement. Et un compte courant, bien sûr, avec le compte capital y compris, le pays dépense plus qu'il ne gagne, donc il est emprunteur. Le solde des opérations financières, il intègre le solde des investissements directs, solde des investissements de portefeuille, solde des autres investissements, solde des investissements des instruments financiers dérivés et les avoirs de réserve nette. Donc, par définition, doit être égal le solde des comptes financiers, le solde des comptes courants, plus les erreurs et omissions. Donc s'il est positif, parce qu'il va être le même signe que le compte courant, le payé est prêteur net. S'il est négatif, le payé est emprunteur. Et si j'intègre ici, j'enlève les variations des avoirs en quelque sorte, de réserve, la balance globale, ce qu'on appelle, vous pouvez trouver ça dans des livres différents et par version, la balance globale ou la balance de base, doit être égal au compte courant plus le solde des comptes courants plus le solde des comptes financiers,
plus erreur et émission. Bien sûr, ici, je les mets en rouge parce que je n'introduis pas le solde, ou plutôt les avoirs, hein, donc hors avoir de réserve. Ça devrait être égal. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut qu'il y ait une intervention en quelque sorte de la Banque centrale. Il va utiliser ses avoirs pour rééquilibrer la balance globale. Donc positif ou négatif dans l'économie nationale reçoit davantage, c'est-à-dire de paiements de provenance ou l'inverse. Donc selon que la balance globale est positive ou négative, on parlera de contribution positive ou négative de l'extérieur à la croissance de la masse monétaire. Parce que les réserves, l'augmentation des réserves en devises ou la baisse, la sortie ou l'entrée, donc c'est un lien direct avec la masse monétaire. Elle peut augmenter aussi ou baisser. Donc le dernier solde, le solde des avoirs de réserve, si on l'intègre à part, ça devrait être absolument être égal à la balance, le solde de la balance globale. Donc les deux ils devraient être égaux pour que la somme plutôt de la balance globale soit équilibrée. Voilà, en gros, lorsque la balance globale est équilibrée, cela signifie que le déséquilibre des soldes courants est exactement compensé par les mouvements de capitaux entre les résidents et les non-résidents au secteur bancaire. Et ça veut dire qu'un déficit courant est compensé par une hausse de l'endettement du pays, tout simplement. Et lorsque la balance globale n'est pas équilibrée, cela signifie que le pays devra avoir recours à un financement monétaire de ce déséquilibre. Voilà, vous avez ici la balance du paiement du Maroc en 2018 pour les premiers 9 mois. Donc, j'ai pas pris le total, quoique on peut le faire par trimestre. Et très vite, en quelques chiffres que vous avez ici, par exemple, la balance, le solde des biens et services, c'est moins 80 milliards. Ça vient essentiellement des déficits des biens. En fait, l'exportation est faible, 169, alors que les importations sont très élevées. Ça, le 139 milliards, heureusement on revient vers moins 80, il est relativisé par rapport aux services en excédentaire. Et par contre, on est déficitaire au niveau des revenus primaires, on verse plus de revenus des investissements qu'on reçoit, et pour les salaires. Par contre, on est excédentaire au niveau des revenus secondaires. Pour une raison très simple, parce qu'on reçoit beaucoup plus de transferts des MRE, ici, le privé, que ce qu'on transfère. Au niveau des soldes et au niveau des capitales, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout. Ça nous donne un besoin de financement de 41 milliards de dirhams. Et le compte financier devrait rétablir cela. Donc on a en termes d'investissement direct moins 15 milliards, mais ça veut dire le moins, c'est pour ça que c'est contre-intuitif, c'est qu'il y a plus d'entrées que de sorties. Ça, c'est les entrées des DE, les engagements, ça, c'est les sorties des DE, des Marocains à l'étranger. En termes d'investissement de portefeuille, c'est l'inverse. Et puis, si vous rajoutez tout ça, plus les dérivés, plus les autres investissements, ça devrait être égal. Si ce n'est pas égal, vous avez les moins 14 en termes d'avoirs de réserve. Une baisse des avoirs de réserve de 14 milliards, ça nous donne 31 milliards, alors qu'on a 41 milliards tout à l'heure. Donc la correction vient de l'erreur et omission, voilà. Qui permet d'égaliser. Voilà, en gros, je finis par la position extérieure. La position extérieure est annuelle, dresse l'inventaire de l'ensemble des créances et des dettes à court et à long terme du pays. Il est fait en termes de stock. C'est un document, si vous voulez, à part, qui va en parallèle avec la balance des paiements. C'est autre chose. Ça reprend les mêmes comptes, si vous voulez, des comptes financiers, mais il reprend un petit peu sur le stock d'actifs et non en termes de flux. La position extérieure établie en dehors, la balance des paiements, comme je viens de le dire, on comprend les mêmes rubriques. Le solde de la balance extérieure indique si le pays dispose d'une position créditrice ou débitrice en matière d'actifs vis-à-vis du reste du monde. Ce solde est appelé position extérieure nette. Voilà, sur ce point, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séquence.